Bon, le son c'est ok, on va pouvoir commencer. Hop, la vidéo et c'est bon. Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette fameuse vidéo sur un peu le bilan de mon grand projet Bikepacking to Scotland ou Road to Scotland. Selon la période de l'année, j'ai un petit peu changé le nom. Cette vidéo va être un peu longue, donc je t'invite à prendre un café, un thé, une bière comme d'habitude, de te poser. On va parler un peu de ce grand projet qui s'est étalé sur plus d'un an, une vingtaine de vidéos. Et ensuite, je répondrai aussi à vos questions puisque forcément, c'est ce qui vous intéresse le plus. Et on va passer tout de suite au bilan. Alors Bikepacking to Scotland, c'est une vingtaine de vidéos qui sont sorties sur à peu près plus d'un an qui retracent mon voyage de Lyon à Fort William. Ça a été un sacré challenge, le voyage en soi, les vidéos aussi. Je tenais d'abord à vous remercier en fait d'avoir suivi tout ce voyage. C'est comme si j'avais voyagé une deuxième fois. Donc déjà un grand merci d'avoir suivi tout ça. J'espère que ça vous a plu. J'ai adoré lire tous vos messages. Je pense que c'est ce qui a été le plus encourageant à continuer et à garder la même qualité et voire même l'améliorer. Ça a été super formateur. J'espère que ça vous a inspiré. Moi, ça m'a fait trop plaisir de vous le partager. En fait, si j'ai fait cette série de vidéos dans un premier temps, c'est parce que je retrouvais pas sur YouTube en général. Je retrouvais pas des vidéos bikepacking tout à fait comme ça. Je trouvais des trucs souvent très sérieux. Vous savez, des vidéos bikepacking un peu sur le ton sérieux. Les mecs, ils savent faire du feu avec des silex. Les mecs sont super bons en bikepacking. Et moi, je me suis dit, bah tiens, c'est ma première expérience. Et alors, autant j'ai des connaissances en vélo, autant c'est mon premier voyage. Donc, il va y avoir plein de loupés. Et j'avais envie de rendre ça vraiment naturel. Et de me dire, allez, je vais filmer mes galères. Essayer d'être sans filtre le plus possible. Pour qu'en fait, à la fois les gens ils voient un voyage un peu différent, mais très nature. Donc j'espère que j'ai réussi à faire passer ça et justement que j'essaie d'encourager en se disant bah tiens, il s'est lancé un sacré défi, il y est arrivé et pourtant il a fait une sacrée distance. Donc voilà, j'espère que l'objectif est accompli. Ce qui est sûr, c'est que vous avez été des centaines à rejoindre Trails on Wheels et ça aussi, ça me fait super plaisir. Passons à vos questions que vous avez posées dans l'onglet communauté de la chaîne. C'est généralement là que je fais des petits posts de temps en temps pour les FAQ, pour vous donner des nouvelles quand je sors pas de vidéo. De temps en temps, vous pouvez aller checker. Vous aurez des infos là-bas. Commençons tout de suite. Si tu ne l'as pas déjà dit, tu t'es entraîné physiquement avant ton voyage? Alors absolument pas, ni régime, ni programme spécifique. Par contre, je fais beaucoup de vélo en général. Le vélo, c'est mon sport, donc j'en fais beaucoup. Sans entraînement non plus, j'y vais vraiment pour le plaisir. Après, c'est pareil, le voyage à vélo, j'y vois pas forcément comme une, comme une séance sportive à proprement parler. C'est-à-dire, j'y vois comme une épreuve sportive sur le long terme, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois de voyage à vélo, j'étais cramé. Moi, je me mets vraiment en mode croisière. Donc, c'est sûr que sur quelques semaines, forcément, tu vas être cramé au bout d'un moment. Mais tous les jours, tu vas pas chercher le chrono, donc tu vas pédaler à ton rythme. Et au final, je trouve que c'est un petit peu différent. Donc, si la forme, tu l'as pas finalement le premier jour, ça va venir au fil du temps. Je dirais que le meilleur conseil là-dessus, c'est plutôt d'intégrer le vélo dans ton quotidien. Moi, je sais que je vais au travail, quand j'allais au travail, j'y allais à vélo. Quand tu vas au boulot à vélo, mais moi je vais pas vite, c'est vraiment un déplacement. Et c'est plutôt de l'intégrer tous les jours où tu vas t'habituer physiquement, mine de rien t'habituer à la selle aussi, enfin voilà. Essayer d'intégrer le vélo quotidiennement, je pense que c'est primordial plutôt que d'essayer de se faire des séances de cardio ou des choses comme ça. Ça, je pense pas que ce soit pertinent. Après, à toi de voir comment tu es. Question de Théo. Et du coup, s'il y a toujours le temps, oui, parce que je me traîne pour sortir la vidéo, donc il y a souvent toujours le temps, je me demandais comment tu t'arrangeais pour le ravitaillement. Budget, comment tu organisais tes repas, ce que tu mangeais, comment tu prévoyais ton eau, et aussi comment ça s'est passé entre le budget prévu de combien est payé et ce que tu as dépensé en réalité. Je ne sais pas ce que j'ai dépensé en réalité. Pour être honnête avec vous, ça fait 2 ans maintenant, j'ai gardé aucune trace réelle. J'avais prévu très large puisque je n'avais pas prévu de point de retour en fait. Potentiellement j'aurais pu partir plus loin, mettre plus de temps, moins de temps. Donc comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, j'essaie de me tenir à peu près à 10 € par jour, ce qui dans le nord de l'Europe
c'est pas trop mal. Maintenant, prévoyez large sans vous dire que vous allez le dépenser forcément. Mais tu vois, je vais te donner un exemple concret. À Londres, j'ai fait une commande pour le vélo parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Est-ce que ce budget, je le mets dedans dans le budget du voyage, ou finalement ça pourrait rentrer dans le budget avant? Comme je le dis toujours, c'est vraiment le budget matériel qui sera le plus important, je pense. Une fois que ça c'est fait, après tu peux vraiment voyager pour pas grand chose. C'est vraiment ton choix. Est-ce que tu veux visiter ou non? Est-ce que tu vas dormir en camping sauvage? Qu'est-ce que tu vas manger? Est-ce que tu vas vraiment tout le temps te faire ta nourriture? Est-ce que tu vas de temps en temps t'accorder un restaurant, un bar? Enfin vraiment c'est à toi de voir là-dessus. Pour le ravitaillement, généralement c'est si tu vois je m'arrête à un camping et qu'il y a, alors peut-être pas une grande surface, mais la possibilité de se ravitailler quelque part, j'y allais et je prenais pour plusieurs jours. Maintenant, souvent, le midi, je m'arrêtais dans une boulangerie ou équivalence dans les autres pays pour prendre un sandwich ou quelque chose comme ça, parce que à midi ça me prenait la tête de sortir le réchaud, de poser, de faire cuire quelque chose, et ensuite de devoir faire la vaisselle forcément. Généralement la nourriture vraiment que je faisais c'était pour le soir. À vélo, moi je mange tout le temps. Sincèrement, j'ai tout le temps faim, et c'est normal, hein, tu brûles tellement que tu manges tout, n'importe comment, etc. Donc, sans parler même des repas, j'ai toujours des amandes, des fruits, donc souvent je m'arrêtais juste pour prendre des bananes ou des pommes, des amandes, comme j'ai dit, quelque chose, des gâteaux, vraiment, c'est l'essence du cycliste, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après le soir, c'était des pâtes, du riz. Tu peux trouver, même en Angleterre, tu trouves souvent des sortes de repas déshydratés. Donc tu rajoutes juste de l'eau chaude et ça fait le taf. Voilà, après c'est pas de la grande gastronomie, le but c'est de ravitailler le cycliste. Question très très intéressante, mais l'eau c'est un petit peu comme la nourriture. Il faut différencier la capacité que tu peux transporter et ce que tu transportes réellement. Si tu voyages en France, que ce soit au niveau nourriture et eau, il n'y a aucun souci, t'as pas besoin d'avoir 7 jours de nourriture et d'eau sur toi. J'avais la capacité d'avoir à peu près 7 repas sur moi et 3 litres d'eau. 3 litres d'eau, je trouve que c'est pas mal. Attention, je ne transportais jamais 3 litres d'eau. J'avais une capacité de 3 litres, mais généralement je me tenais à entre 1 litre et 2 litres. Voilà, et encore je pense que j'étais très très large, mais en France, entre les cimetières, les stades, les toilettes publiques, les gens, voilà, il y a de l'eau de partout. Dans d'autres pays c'est moins le cas, mais si tu voyages en France, aucun problème, tu trouveras toujours de l'eau dans tous les villages. Ne prends pas trop d'eau avec toi parce que c'est lourd, vraiment l'eau c'est super lourd, et si t'es un peu gestionnaire, tu peux t'éviter de trimballer beaucoup trop. L'eau, en fin de journée j'en prends beaucoup puisque je sais que je vais m'arrêter. Hop, c'est très simple, j'avais 2 gourdes sur le guidon et tu vois ça c'est ma clean cantine, c'est en inox, elle est super. Et je la mets sous le cadre généralement. Et ça, mais qu'est-ce que c'est bien! Ça, tu peux remplir ton eau, ne serait-ce que tu t'arrêtes dans un camping, au lieu d'aller faire les allers-retours tout le temps. T'as ça, c'est ta réserve d'eau pour la journée. Et c'est trop bien. Et en plus, le goulot est assez grand. Et en fait, des fois, je mettais même pas de l'eau, mais ça m'est arrivé de mettre de la nourriture dedans. Éviter de mettre autre chose que de l'alimentaire ou de l'eau au niveau hygiène, tu vois, garder le truc un peu propre. Mais c'est super, je te mettrai le lien en description. Ça c'est super pour trimballer quelque chose, c'est durable, elle s'est jamais barrée de mon support Topic, pareil, tu auras toujours les liens en description. Ça c'est top. Après c'est encore une fois, ça dépend où tu voyages. Moi, tous les conseils que je te donne, c'est généralement France, Europe, pour après traverser l'Afrique ou pour traverser l'Amérique latine ou autre. C'est pas moi qu'il faut voir. Moi, je suis l'entrée en matière. Question suivante. Quel conseil as-tu à donner pour les débutants? Eh ben écoute, j'en aurais plein. C'est pour ça que je fais plein de vidéos. Pour ça, tu peux déjà avoir une entrée en la matière. Alors, moi, mon conseil, je dirais, en premier lieu, c'est fais ton voyage et pas celui de quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut paraître un peu idiot, mais tu vas lire énormément de choses, tu vas voir peut-être beaucoup de vidéos dont les miennes, et peut-être que tu vas te dire mais ça me correspond pas, est-ce que je peux voyager à vélo du coup? Enfin, c'est des questions qui sont légitimes. Tu vas souvent tomber sur des blogs, sur des posts sur les réseaux sociaux, avec des gens qui ont une façon de voyager qui vont te faire dire bah du coup c'est pas pour moi. Non. Pas du tout, fais ton voyage. On est tous différents. Je vais te donner un exemple. Et moi, avant de partir, j'avais posté sur les réseaux une photo de mon vélo. Et là,
les gourous du bikepacking me sont tombés dessus, mais tu vas pas avancer avec ces pneus, avoir un cintre flat bar c'est mauvais. J'ai fait ces choix en connaissance de cause, je savais ce que je perdais, mais je savais aussi ce que je gagnais. Je voulais vraiment pouvoir passer dans les chemins, pouvoir faire tomber les bagages et profiter de mon VTT dans les spots locaux. C'était un choix, je l'ai assumé. C'est pas le choix que je ferai peut-être demain, mais pour ce voyage, c'était comme ça. Bon, je te parle de matos, mais c'est aussi une question de distance, parce que tu vas... En France, tu vas voir beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle de l'ultra bikepacking, de l'ultra distance, donc qui vont te dire, voilà, moi j'ai fait 150-200 km aujourd'hui, bien arrivé, là tu vas te dire, mais attends, mais c'est quoi ces distances ? Voilà, si tu te sens pas de faire des distances comme ça, ne le fais pas. Et d'ailleurs, si en règle générale tu fais entre 50 et 70 km, eh ben, je te dirais, prévois pour ton voyage de faire 50 km. Vois plus bas, tu vas être chargé, tu vas peut-être vouloir t'arrêter, il va falloir te ménager physiquement, donc prévois large. Si par contre tu veux au contraire faire beaucoup de distance, et ben vas-y, il n'y a aucun souci là-dessus non plus. On a chacun son voyage, moi je l'ai fait en mode VTT bikepacking, toi tu vas peut-être le faire en cyclotourisme avec les sacoches classiques, il n'y a aucun souci. Par exemple sur le Discord en ce moment on discute beaucoup de voyages aussi, je t'invite à rejoindre le Discord si tu veux discuter avec moi et puis les autres personnes présentes déjà depuis un certain temps. Je sais qu'il y a quelqu'un sur le groupe qui veut voyager avec sa planche de surf par exemple. Voilà, c'est son voyage. Son voyage, c'est de mettre sa planche de surf dans la remorque. D'ailleurs, tu vas pas lui dire qu'il va faire 150 km, mais son voyage, c'est d'utiliser la planche de surf. Pendant le voyage, j'ai rencontré James. James, il voyageait avec son piolet. Il voyageait avec son piolet parce que son but, c'était de se poser avec son vélo et de grimper certains sommets. Moi, c'est pas mon truc, mais lui, il l'a fait et je trouve ça juste magique. Donc, chacun son voyage, donc fais le tien. Voilà, fais le tien, lis des trucs parce que c'est super important. Mais fais le tien. Question de Valentin, comment tu t'es organisé pour les rushs stockage des images et vidéos ? Plusieurs cartes SD, stockage au fur et à mesure. Quel est ton matos ? Question super intéressante et ça me fait plaisir qu'on la pose d'ailleurs parce qu'on me parle souvent de questions de bikepacking mais c'est vrai que j'ai peu de questions sur comment j'ai filmé le matos etc. Pour les rushs, pas de mystère, j'ai beaucoup de cartes SD. J'en ai même acheté en cours de voyage. Alors pour te dire, hop, elles sont là. J'y stocke tout dans cette petite boîte en plastique. C'est une boîte où je mettais les jeux de Game Boy Advance quand j'étais petit. Et en fait, voilà, j'y mets là-dedans et il se trouve que ça me sert bien. Et j'ai toutes mes cartes SD dedans. Pour le voyage, j'en avais 4 ou 5 des cartes SD de GoPro. Alors là, elles sont dans leur support, ça permet de les garder. Alors j'ai 3 de 32 Go et une de 64. J'aime beaucoup les cartes SD de 32 Go pour la GoPro. J'aime pas avoir beaucoup de rush sur une seule carte mémoire. Des fois que celle-ci elle crache, tu perdrais beaucoup de journées. Je préfère en avoir plusieurs de 32 quitte à les changer. 32 Go, ça me faisait un peu plus d'1 heure de vidéo il me semble. Et la 64 me fait 2 heures. Calcul mathématique simple. Je saurais plus te dire combien de temps me faisait une carte SD, mais on va dire qu'au fur et à mesure que j'avançais, je filmais un peu moins, ou j'étais plus pertinent dans ma façon de filmer. Le but, c'est de filmer intelligemment, de ne pas oublier que tu es en train de filmer, à savoir que donc sur ma caméra principale qui est une GoPro Hero 7, il y a une super petite fonctionnalité. Il y a des options où tu vois que la caméra va filmer pendant 15 ou 30 secondes, ce qui te permet notamment de poser la caméra, de passer en vélo et celle-ci va s'arrêter automatiquement. Ça t'oblige à compter dans ta tête, mais ça marche plutôt bien, ça t'évite d'avoir, tu sais, les quelques secondes où tu vas aller chercher la caméra à la fin, et mine de rien, ça, mis bout à bout, ça t'économise énormément de mémoire. Alors après, tu peux passer aussi du temps le soir à effacer. Je le faisais très peu, ça, parce que des fois, il y a des plans, tu penses, qui sont ratés, et en fait, après coup, après le voyage, tu dis en fait non, c'est pépite et j'ai bien fait de pas l'effacer. Donc j'essaye d'en effacer le moins possible et puis en plus passer du temps à effacer, ça prend aussi de la batterie et ça tu veux pas non plus perdre de la batterie de ta GoPro. Ma caméra principale, la Hero 7, très bonne caméra au passage, il y a tout ce qu'il faut. J'avais 3 batteries avec, caméra principale que je venais poser sur un support. J'ai fait une reconstitution vachement simple. J'avais ce support qui se tourne en 360 qui permet vraiment de poser la GoPro, de me filmer moi devant, de vraiment toujours pouvoir bouger et ainsi d'avoir beaucoup de plans comme je veux, pas trop compliqués à faire.
Après tous les réglages GoPro, j'ai fait un article dessus que je t'invite à lire si ça t'intéresse. En caméra, j'ai voyagé avec aussi le téléphone, ça fait une bonne caméra aujourd'hui. Je pense qu'à terme, d'ailleurs, le téléphone va être, je pense, la caméra universelle. Mon problème que j'ai avec les téléphones actuellement, c'est plutôt niveau ergonomie. Pour les réglages, ils sont un peu difficiles d'accès, je trouve. Et le téléphone, en règle générale, c'est pas ergonomique comme caméra. C'est un peu plus fragile qu'une caméra embarquée. La caméra embarquée, tu peux te permettre de faire des expériences au niveau cadrage, de filmer la transmission du vélo, de filmer un peu n'importe quoi, de la lancer dans les airs si tu veux même, sans trop risquer grand chose. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ces caméras. Hop, je la repose ici, merci. Ensuite, j'avais un drone. Le drone, ça me paraissait pertinent. Pour quelqu'un qui adore la vidéo comme moi, c'était quelque chose de vraiment sympa à voir. Le problème aujourd'hui, c'est que la législation a beaucoup avancé. Donc je sais pas si pour mon prochain voyage, je le récupérerai à nouveau. C'est compliqué. En plus, à savoir que le mien a pris feu pendant le voyage. Il y a beaucoup de choses qui ont pris feu pendant mon voyage, je suis en train de réaliser. Il a refusé de décoller, j'ai insisté et fumée noire, le truc sentait le cramer. Bref, du coup, je n'ai pas eu beaucoup de plans drone comme j'espérais le faire. Je voulais notamment beaucoup filmer le mur d'Adrien dans les airs, mais bon, tant pis. Je l'ai laissé en cours de route, on va dire. Et je sais pas si je le reprendrai, typiquement. Mais voilà, je l'avais. Ensuite, pour le stockage, parce que les cartes paiement, au bout d'un moment, ça devient plein. Et j'avais un disque dur. Là, tu te dis, mais il avait beaucoup de choses quand même. Oui, voilà. On fait pas 20 vidéos sur un voyage backpacking sans avoir des solutions comme ça sur 3 mois. Alors, j'avais un disque dur pour une bonne raison aussi, c'est que j'aime pas avoir tous mes rushs sur une carte mémoire comme ça. Ça me ferait trop peur des fois que ma sacoche prenne l'eau ou autre. Je pense que c'est plus safe sur un disque dur, donc j'avais pris un disque dur comme ça. Et en fait, quand je m'arrêtais chez des amis, chez des gens, et hop, je passais mes données sur le disque dur et j'avais ça sur moi dans ma sacoche banane notamment. À savoir aujourd'hui, quand même, ça c'est mon ancien disque dur que j'avais donc pour le voyage, mais aujourd'hui, regarde, tu peux en trouver des plus en plus petits et c'est des plus en plus léger, donc c'est ridicule maintenant. Vraiment, ça peut être une solution si t'es passionné de vidéos. Encore une fois, ça c'est vraiment moi. Voilà, t'es sur Trails on Wheels aussi, je propose des vidéos. Derrière, forcément, j'ai du matos supplémentaire. La fameuse question, quel est l'objet indispensable selon toi lors d'un voyage à vélo? Écoute, je vais faire mieux que ça, je vais t'en donner 2. Alors pour moi, l'objet indispensable, je pense que les gens le savent, c'est un tour de cou. T'en prends un pour ton voyage, ça te fait chapeau, tour de cou vraiment. Et même s'il fait chaud, détrompe-toi. Alors je t'invite à aller voir la vidéo sur les vêtements où j'explique un peu tout, mais je pourrais pas partir sans. Le matin, quand il fait un peu frais, tu peux être en altitude, même en été, c'est super bien. Ça va te sauver la vie au niveau des angines. Ça peut te faire, voilà, comme j'ai dit, un chapeau, te protéger les oreilles, vraiment c'est top. Je me vois mal partir sans ça. Même à vélo aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que je prends. Et le deuxième, alors ça je suis obligé de le mettre parce que niveau sécurité, je trouve ça important. Peut-être certains pourraient l'oublier et je pense que c'est vraiment important de l'avoir. Regarde, je te montre ça sur la caméra en espérant que ça se fasse. Tu vois, ça c'est ce qu'on appelle... Oh, fais-moi le... Voilà. Non, voilà pas en fait. Allez, voilà, ça ce sont ce qu'on appelle des tire-tiques. Je t'encourage à en emporter avec toi, que ce soit en randonnée vélo ou non, en fait, d'avoir tout le temps... Je les ai tout le temps sur moi en fait. C'est dans ma trousse de toilette, trousse à pharmacie, ce que tu veux. Toujours avoir ça sur soi. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, les tiques, donc c'est cette petite bête, je t'invite à faire des recherches, mais en gros c'est des petites bêtes qui vont se coller à toi et qui vont sucer ton sang, voilà, qui vont te ponctionner ton sang. Et en fait, le problème avec ces petites bêtes, c'est que elles ne prennent pas ton sang qu'à toi, mais aussi à des rongeurs qui ont des maladies qui, pour nous, peuvent être fatales. Vraiment, ce sont des maladies graves. Ce sont des bêtes qui sont de plus en plus répandues. Moi, pour dire, j'en ai eu en Angleterre, ce qui à une certaine époque, il n'y en avait pas tant que ça. Alors pourquoi? C'est pour plusieurs raisons. Réchauffement climatique, parce que ce sont des bêtes qui adorent la chaleur, comme beaucoup d'insectes. En hiver, il n'y en a pas, mais en été, tu vas en trouver beaucoup. Et ce sont des bêtes qui sont aussi dans les herbes hautes, donc tu vas pas forcément les avoir à vélo, mais dès que tu vas t'arrêter, tu vas chercher un bivouac, tu vas un peu te sortir du sentier, là, à coup sûr, tu peux en avoir. Sauf que ce sont pas des bêtes que tu retires comme ça à la main, c'est quand ça te colle, et en fait, il faut vraiment utiliser un tire-tique pour pas arracher la bestiole et qu'il y ait la tête qui reste et que ça s'infecte. Donc ça, c'est vraiment le truc tout con que tu trouves en pharmacie, en grande surface, chez Médor et compagnie aussi. Ça prend 0 place et pourtant ça te sauve la vie, ça sauvera la vie peut-être de quelqu'un que tu rencontreras. Donc toujours avoir ça sur soi. C'est le conseil ultime, toujours avoir ça
avec toi. Peut-être j'ai sauvé la vie de certaines personnes en faisant cette vidéo. J'espère que tu es resté assez longtemps pour entendre ça. Question suivante. Salut Lucas, et bravo pour toutes tes belles aventures, c'est un plaisir à regarder. Quelles sont tes astuces auxquelles il faut penser pour filmer des plans sympas, autres que poser la caméra par terre et passer en vélo à côté par exemple? Est-ce qu'il y a des petits trucs à savoir indispensables pour avoir des plans vidéo qui rendent bien au montage? Encore une question super intéressante, mais merci de poser ce genre de questions. Et bah écoute, si tu poses la question déjà, merci, ça veut dire que potentiellement tu penses que je fais des vidéos et des plans intéressants à regarder. Donc ça c'est très intéressant pour moi d'avoir ce genre de retour. Écoute, je vais te donner un ou deux petits trucs à prendre ou à ne pas prendre, puisque je n'ai fait aucune étude de vidéo, de film ou ce que tu veux, ou de montage. Je ne suis pas une référence, je pense que tu trouveras des vidéos, des tutos bien plus intéressants sur YouTube à ce sujet. Je vais te dire un petit peu comment je pense les choses. Tout simplement, un plan en tant que tel, isolé, n'est pas intéressant. Tu peux avoir un plan qui est beau, mais si tu ne l'exploites pas, il ne servira à rien. Donc vraiment, je t'invite à penser pas en tant que plan, mais en tant qu'ensemble. Tu vois? Et alors là, tu dis poser la caméra par terre et passer à vélo à côté par exemple. Et ben déjà, je trouve que c'est un plan beaucoup plus intéressant que le simple plan où on voit la route devant ou alors où on te voit toi. Déjà ça je trouve que c'est un plan intéressant. Je comprends ce que tu veux dire, isolé il ne sert à rien, mais par contre si tu viens ajouter des petites choses il va devenir très très intéressant. Je te donne un exemple, mais dans le Peak District tu vas voir ce passage où on va voir à la première personne, on va voir le plan un peu du vélo et là on va me voir passer. Tu es d'accord, c'est un plan banal avec la caméra, mais là ce que tu vas voir c'est que là, je te laisse regarder. Ce que tu vas voir c'est que j'ai joué avec la musique en fait. Tu vois, t'as la musique en général comme si c'était la musique d'ambiance et puis ensuite paf, j'ai changé le son et en fait la musique c'est comme si je l'écoutais. Je n'écoutais absolument pas cette musique à ce moment-là, c'est du scénario. Je me suis dit bah tiens hop on va plonger dans l'action comme si vraiment t'étais sur le terrain. Tu vois ce changement de son, je trouve que ça plonge vachement dedans. Je sais pas si c'est très bien fait ou non, mais l'intention elle était là. Je trouve d'ailleurs que les gens parfois mettent trop d'importance à la qualité vidéo. Alors que pour moi, elle est aussi importante, voire moins importante que le son. Tu peux avoir une mauvaise image faite avec une mauvaise caméra, mais si ton scénario et ton son est bien travaillé, je t'assure que ta vidéo sera réussie. Donc réfléchis d'abord à des plans qui marchent bien ensemble. Autre exemple, dans le West Island West coup-ci, mais tu vois là, hop, on me voit de loin vers le lac, je vais me baisser, et le plan suivant, tu me vois mettre la main dans l'eau. Pour te dire, ce ne sont même pas les mêmes lacs. Voilà. C'est juste que ce sont deux plans qui fonctionnaient bien ensemble. Moi j'aime bien les transitions, vraiment comme tu as pu le voir, vraiment entre deux plans qui vont bien au niveau de l'ambiance, de la lumière, du mouvement, vraiment là-dessus. Et je pense que la transition par le son, c'est vraiment la meilleure des choses, c'est la chose la plus naturelle. Donc je t'encourage vraiment à travailler là-dessus. Voilà, je sais pas si ça te donne des idées, surtout que moi je suis vraiment pas expert encore une fois. Enfin, faire une vidéo réussie en soi, c'est pas évident, hein. Il y a l'image, mais il y a vraiment le son et je pense que les gens accordent trop d'importance sur l'image et oublient un petit peu le son. Faut vraiment t'imaginer que dans mes vidéos, parfois je rajoute des bruits d'oiseaux, de vent, de ce que tu veux pour rendre la chose plus vivante. En plus, pour un projet comme ça, il faut imaginer que je voyage avant de filmer. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est de faire du vélo. C'est pas de faire un film à tout prix. Quand je voyage, bah, si le plan il est loupé, je vais pas faire demi-tour pour refaire mon plan. C'est pas grave, je verrai plus tard. T'as beaucoup de plans où les blancs sont cramés parce que je fais mes réglages manuellement, pas automatiques. C'est un risque que je prends et que j'aime bien faire parce que j'aime bien retoucher mes couleurs, j'aime bien que ce soit personnel. C'est un risque. Et c'est normal qu'il y ait des loupés. C'est normal, mais par contre derrière, si tout se passe bien, ça donne des plans, je trouve, à mon humble avis, très jolis. On reste sur de la GoPro, mais ça rend déjà bien. Et si le scénario est bien aussi, c'est cool, tu vois. Par exemple, je te donne d'autres exemples, mais des fois, j'ai fait des plans qui étaient magnifiques que je n'ai pas mis parce que ça ne rentrait pas dans mon scénario. Et j'arrivais pas, hein, j'étais là, allez, je dois supprimer, non. Mais voilà, faut imaginer que pour un épisode de 10 minutes, j'ai 1h30 de film à trier. Mais je peux pas faire un truc d'1h30. Si à partir du moment où quand je regarde la vidéo, je m'ennuie, moi,
je me dis les autres aussi vont s'ennuyer. Donc je vais pas publier quelque chose que je n'aimerais pas moi-même voir. J'aime beaucoup revoir mes vidéos. Alors c'est pas exceptionnel, hein, mais des fois je me dis tiens, c'était bien trouvé. Tu vois, à l'inverse, il y a des plans, je pensais pas m'en servir. Je parle encore une fois vers Belfort, du district pain. Je pensais pas en faire quelque chose et je trouve le gag plutôt bien réussi. Il y a un petit travail après la vidéo. Donc tu peux avoir des plans très réussis, mais si tu n'arrives pas à le mettre dans ton scénario, ça ne marchera pas. À l'inverse, t'as des plans qui sont moyens. Si tu t'en sers bien, en fait, ça peut être réussi. C'est plus comment tu arriveras à le gérer. Il y avait un réalisateur qui avait dit que dans un film, il devait y avoir un début, un milieu et une fin, mais que tu n'étais pas obligé de le mettre dans ce même ordre. Et j'essaie de vraiment penser là-dessus. J'ai pas mis mes plans dans l'ordre, tu vois. Des fois, il y a 2 plans qui sont mis bout à bout et qui ont été tournés à 2 jours d'intervalle. C'est toujours dans le même univers, mais ça sert mon récit. Je pense qu'au niveau caméra, j'ai été plutôt dans les normes, c'est plus la façon de raconter, tu vois. Je m'inspire, j'adore le cinéma, en toute modestie, j'essaye de m'inspirer du cinéma, que ce soit dans mes vignettes et aussi dans ma façon de raconter. Quand je me suis dit comment je raconte cette histoire, ça m'a pris un peu de temps, je me suis dit mais comment tu vas raconter ça? Et en fait, j'ai pensé au film Forrest Gump, et en fait, je me suis dit voilà, je vais mettre 2 personnes sur un banc, bon là c'était chez moi sur un canapé, mais je mets 2 personnes qui discutent sur une aventure qui s'est déjà passée, et je trouve que ça marche plutôt bien. Salut, quel sel cuissard conseilles-tu? J'arrive plus à lire, j'ai bu trop de thé. Salut, quel sel cuissard conseilles-tu? Merci pour ton travail, j'adore sportivement de Lyon. Eh bien merci Christian, ça me fait plaisir d'avoir ce genre de retour. Alors sel cuissard, écoute, sel, j'ai envie de te dire la Brooks B17 Impérial, que ce soit en large ou en narrow, en étroit, à toi de voir ce qui tirait le mieux. Je pense que la selle est plus importante que le cuissard en voyage. Tu peux mettre n'importe quel cuissard, si ta selle c'est pas terrible, sur plusieurs jours tu vas le ressentir. Donc vise d'abord une bonne selle et après un cuissard. Le sel, j'en ai pas essayé beaucoup, je me suis arrêté sur la B17, j'ai fait 3 mois avec, écoute j'adore. C'est du cuir, c'est simple, mais ça va venir prendre la forme de ta morphologie. Et c'est juste trop bien, enfin je trouve ça super confortable. Ça peut s'utiliser sans cuissard d'ailleurs. J'utilise quand même un cuissard, déjà parce que c'est encore plus confortable. Pourquoi pas. Et puis aussi parce que je trouve que les cuissards au niveau des matières, c'est agréable au niveau des frottements. Comparé à des sous-vêtements classiques, j'ai eu roulé sans cuissard de temps en temps. Au niveau de la friction, je trouve que ça m'irrite la peau tout simplement, alors que le cuissard c'est très confortable. Je trouve que ça tient bien. Niveau cuissard, j'ai pas beaucoup de conseils. Je te dis ce que j'utilise. J'avais pris des Fox, tu vois, ça ressemble à ça. Pourquoi j'ai pris ces Fox là? C'est parce qu'ils sont très fins en fait. Une fois que t'as la bonne selle, t'as pas besoin d'avoir le truc le plus épais. Et du coup, tu vois, une fois plié, c'est relativement fin comparé, tu vois. Un autre que j'aime bien finalement, c'est celui de Decathlon, celui en gel. Je sais pas à quoi il ressemble aujourd'hui, lui il a déjà quelques années, mais déjà un peu plus épais quand même. Écoute, prends celui dans lequel t'es bien. Fais plus de recherches sur la selle. Si tu dois vraiment viser sur quelque chose, prends la selle confortable. Le cuissard, ça vient dans un second temps. Question suivante, alors une question qui revient souvent. As-tu peur de te faire voler tes affaires la nuit? Je pars cet été faire l'île, le Mont Ventoux. Je ne sais pas si je fais du camping sauvage par crainte de me faire piquer mon vélo. Bonne journée. Écoute, moi, oui, j'ai eu très peur en partant. Et plus j'allais dans mon séjour, moins j'avais peur. Honnêtement, j'ai pas mal évolué sur le sujet. Cette peur, elle est légitime. Honnêtement, si t'as pas peur de te faire voler ton vélo, c'est pas normal. Parce que un vélo, un beau vélo de voyage, pour la majorité d'entre nous, potentiellement, c'est plusieurs mois d'économie, ou alors même de personnalisation. Le mien, je l'ai monté de A à Z, donc se le faire voler le premier jour de son voyage, ça ferait pas plaisir. Maintenant, il faut relativiser. Je pense que cette peur, bien que légitime, elle vient potentiellement parce que si du coup tu vis à Lille, moi tu vois je vis à Lyon, des histoires de vol de vélo, j'en entends tous les jours. Mais généralement ça se passe dans les grandes villes. Maintenant, pendant le voyage, honnêtement, je pense que là où j'ai le moins peur justement, c'est quand je faisais du camping sauvage, parce que t'es dans la campagne et il y a personne. Si t'évites les grandes villes, il n'y a personne dans les campagnes. Moi, je me suis retrouvé tout seul au milieu de la pampa. Voilà, je l'attache par précaution. Je pense que jamais on a tenté de me le piquer. Je t'invite à voir ma vidéo sur les antivols. Quel antivol choisir? Je parle du vol de vélo en général. Maintenant, quand je suis parti, j'avais un antivol Bordeaux très léger et une chaîne comme ça. Attacher l'avant et le cadre, attacher l'arrière, le cadre, et ça, j'attachais aussi à la tente. En fait, j'attachais à l'arceau de la tente. Le vélo est couché près de la tente.
Si quelqu'un essaye de le prendre, il embarque la tente avec, il me réveille. Quand t'es en bivouac, en camping sauvage, t'es pas non plus en sommeil très très profond. Moi, honnêtement, et pourtant j'ai un sommeil très très lourd, mais j'avoue qu'au moindre bruit, potentiellement, je pourrais me lever. On va dire, faut aussi jouer un peu sur le bluff. Mine de rien, quand tu dors dans ta tente, s'il y a quelqu'un qui arrive, potentiellement, il sait pas qui est à l'intérieur de la tente. Est-ce que c'est The Rock ou est-ce que c'est moi? Donc tu te dis que lui il peut avoir autant de crainte que toi. Donc, pour te dire, au début, il fallait toujours que j'ai mon vélo sous mes yeux. À la fin, quand j'étais en Écosse pour mes derniers jours, j'ai grimpé le Ben Nevis. Mon vélo, il était dans le camping, il était même pas attaché à un arbre, il était attaché à la tente et sur lui-même. J'avais beaucoup plus confiance. Au final, je l'ai récupéré. Je vais pas te dire de pas avoir de crainte totale, hein. Cette crainte, elle est fondée, ça arrive. Donc faut faire attention. Mais j'ai envie de te dire, ce qui va te sauver, c'est ton bon sens avant tout. Mais je pense pas que ce soit le camping sauvage à proprement parler. Au contraire, je pense que en camping sauvage, t'es beaucoup plus tranquille que dans un camping classique ou près des grandes villes, etc. J'espère que ça répond à ta question. Je t'invite à voir la vidéo et puis sinon, n'hésite pas à me remettre un commentaire si besoin. Question suivante. Concerne la bouffe où tu te ravitailles, combien de jours d'autonomie et le camping, ça coûte cher? Alors, j'ai déjà répondu à cette question du coup sur le ravitaillement, donc je vais pas y revenir. Le camping, ça coûte cher. Oui, non. Alors oui, ça coûte cher pour un carré d'herbe, hein, je vais pas te mentir. Après, non, si tu vas dans le bon camping, c'est-à-dire moi j'évitais tout ce qui était camping loisirs, tu sais, camping avec piscine, etc. Tu vas dans les campings municipaux, donc c'est les campings tenus par la ville, par le village. Généralement, ce sont des prix les plus bas comparés à un camping loisir. Si t'es en hors saison, en plus, t'es pris encore plus bas. Et honnêtement, c'est pas mal de temps en temps. Parce qu'au camping, surtout dans les campings français, même si tu prends pas l'électricité, généralement ils ont des salles, tu peux trouver des prises. Donc c'est pas mal pour recharger tes appareils. Tu vas pouvoir prendre une douche chaude, c'est bien. Tu vas pouvoir potentiellement laver tes vêtements. Tu vas pouvoir aussi avoir l'esprit tranquille, tu sais, parce qu'en bivouac, généralement il faut se poser à partir d'une certaine heure, être plutôt caché. Là où le camping, tu peux te poser tôt. Moi souvent, quand j'allais en camping, je faisais presque des demi-journées. Je me posais vers 14h, 15h, 16h pour profiter du camping, tu vois. Va pas dans un camping si tu t'arrives à 19, 20h, 21h, ça sert à rien. Là, faire un bivouac. Par contre, quitte à payer, autant profiter à fond, autant se poser, se reposer, faire ta lessive, faire à manger, aller chercher justement, faire les courses, etc. Le camping pour moi c'était stratégique. J'essaie de le faire tous les 3-4 jours. À voir ce que tu préfères, mais moi je trouve que ça allait bien. Ça me permettait vraiment d'avoir une nuit tranquille, parce qu'on en parlait justement la question d'avant, sur le bivouac. Quand t'es seul, tu vois, des fois tu peux avoir cette appréhension, est-ce qu'on va pas venir me déranger, est-ce que je vais pas avoir de soucis? Il y en a qui sont plus ou moins à l'aise, moi on va dire que je suis un petit peu au milieu. Je sais que potentiellement je suis dans un endroit où on peut venir me déranger. Alors que le camping, au final, tu payes pour être tranquille. Tu payes cher ton carré d'herbe, puisque ça peut aller... Le moins cher que j'ai payé, je crois que c'est 5,50 €. Donc ça, c'était vraiment bien, mais le plus cher, c'était en Angleterre. J'ai payé 18 pounds, donc quasiment 20 balles le camping. Autant te dire que là, c'était difficile à digérer. Là, j'ai fait du camping sauvage sur plusieurs jours pour venir équilibrer. Voilà, c'est une question d'équilibre aussi à trouver. J'imagine que pour un tel voyage, on programme beaucoup de choses, mais quelle est la part d'improvisation? Oui, on programme beaucoup de choses. J'ai envie de dire, moi j'ai programmé surtout le matériel. Je me suis dit, je pars tout seul, je veux du fiable. Par contre, le reste, ça sera impro total, où je vais impro total. J'avais mon point d'arrivée qui était Fort William, mais je ne savais pas par où j'allais passer. J'ai fait confiance à mon instinct, aux personnes que j'ai croisées. J'ai un petit peu vadrouillé comme ça. L'improvisation, elle est au maximum. Alors j'avais un collègue qui m'a dit, plus tu prépares ton parcours, plus tu pourras te permettre de t'en éloigner. Et j'avais bien aimé cette phrase, parce que tu pourras toujours retomber sur quelque chose que tu connais, quelque chose que tu as préparé, mais à la limite, tu pourras t'en détourner. Moi, j'avais rien préparé. Donc j'étais tout le temps dans l'improvisation complète. C'est ma façon de faire. J'ai voyagé avec des personnes qui m'ont dit, mais comment tu fais pour voyager comme ça? J'ai envie de dire que quand t'es en France, Europe, tu risques pas grand chose. Peut-être que si je pars plus loin un jour, j'essaierai de programmer mieux que ça, parce que il peut y avoir des zones un peu plus dangereuses. En fait, le voyage, c'est ça. Si tu as tout prévu et que tout se passe comme prévu, c'est presque dommage. Mais il faut faire une place à cette part d'imprévu, justement. Même quand j'ai fait des voyages un petit peu où j'étais limité dans le temps, à chaque fin de voyage, je me suis dit, c'est dommage de ne pas avoir prévu cette demi-journée de galère, en fait. Si t'arrive un pépin matériel, si t'arrive un pépin au niveau du temps,
que sais-je, ou alors un imprévu, tu rencontres quelqu'un, tu veux visiter quelque chose, c'est dommage de te dire je peux pas le faire parce que c'est pas prévu. Je pense qu'il faut vraiment trouver le bon équilibre, même si c'est pas évident. Il me reste une dernière question. Yes, 2 questions principalement. La première est comment tu gères le linge, lavage, séchage, et la seconde concerne les prises de tête avec les automobilistes. Comment sont tes rapports sociaux comme voyageur, etc., etc. Alors la première, comment je gère mon linge? Mais on me l'a posé tellement de fois. Comment j'ai géré ça? J'ai géré ça comme j'ai pu. On va aborder ça en 2 temps. Alors je vais te dire comment je lavais mes affaires. C'était tout le temps en camping. Comme j'ai dit dans la réponse d'avant, je faisais des nuits en camping et j'en profitais pour laver mes affaires là-bas. Pas dans leur machine. En fait, ce que j'utilisais, j'avais un collègue qui a beaucoup voyagé qui m'a dit écoute, tu prends une petite bassine souple et du coup c'est ce que j'ai. C'est ce que j'avais. Donc voilà, j'avais une bassine comme ça, souple, tu vois. Dedans, tu peux laver plusieurs trucs à la fois. Tu vois, en camping, tu vois, tu peux rester près de ta tente, faire tremper même dans de l'eau chaude avec du savon, frotter, etc. si besoin. Donc c'était pas mal. En fait, ça c'est... Alors ça... Tu vois, des 4. J'ai enlevé l'arceau en métal qui était là, ce qui fait que ça a fait un truc super souple, tu vois. Hop, que je viens replier à mort comme ça. Ça c'est vraiment une technique plutôt si tu pars sur du long terme. Je pense que si tu pars sur quelques jours, t'embêtes pas avec ça. Tu vois, tu laves si tu fais un camping, tu laves comme ça à la main au-dessus d'un lavabo. C'est de la débrouille, hein. J'ai entendu des histoires de voyageurs qui se lavaient avec leurs vêtements dans la douche. Enfin, tu vas voir des techniques différentes. Il y en a qui vont payer la machine à laver en camping. Il y a différentes astuces. Moi j'aimais bien être autonome 100%. Je ne l'ai jamais lavé en rivière ou des choses comme ça. Ça j'aime pas trop. C'était tout le temps en camping, encore une fois, comme ça les eaux usées, j'y mettais plutôt dans les lavabos, tout ça, c'est un peu plus propre. Par contre, je n'utilisais pas de lessive ou autre chose, j'utilisais que du savon type savon de Marseille, du savon un peu plus naturel en dur, le savon dur. Et ça c'est pas mal. On parle beaucoup entre bikepackers du savon d'Alep, un peu plus difficile à trouver si t'es un peu au milieu de nulle part. Voilà, il y a plusieurs techniques. Ça c'était la mienne, c'était pas trop mal pour faire sécher. Ça je t'avoue que c'est challenge, surtout quand t'as voyagé en Angleterre et Écosse, j'aime autant te dire choisis bien ta journée, mais globalement ça finissait sur la sacoche arrière un peu à l'arrache pour faire sécher. Avec le vent en pédalant ça sèche relativement vite. Forcément, qui n'a pas mis une paire de chaussettes à sécher sur la tente? Voilà, c'est le côté moins sexy du truc. Ça fait partie du voyage. Je peux pas te garantir que tu seras 100% propre comme dans ta vie au quotidien. Ça fait partie du voyage, c'est un peu plus rustique, c'est normal. Au niveau des vêtements, j'avais pour 2, 3, voire 4 jours de vêtements, donc ça permettait de faire une bonne rotation aussi. Outre le fait de parler de lessive, tu peux parler aussi d'avoir des vêtements qui sentent pas trop, qui prennent pas trop la sueur et qui prennent pas trop les odeurs. Alors moi j'avais des t-shirts en coton et tout, mais on m'a énormément parlé, vous savez, de la matière en mérinos, qui est un peu révolutionnaire. Alors j'ai commencé à m'équiper, voilà, pour ceux qui regardent les vidéos et qui m'ont dit mais il faut que tu prennes ça et tout. Ils ont raison, voilà, ils ont totalement raison. Sans parler de matière anti-odeur, déjà éviter le synthétique parce que ça prend vraiment et c'est l'enfer. Tu vois, pour ton duvet, prends un drap de sac, ou moi ce qu'on appelait quand j'étais gamin on disait un sac à viande. C'est ce que tu vas mettre dans le duvet. Voilà, niveau hygiène, déjà quand tu rentres dans ton duvet, tu vas pas pourrir ton duvet, au bout de 3 mois il sera mort et tout. À laver un duvet c'est l'enfer, donc au moins tu pourras laver ce drap de sac. Ça c'est bien. Voilà, il y a des petits réflexes comme ça à avoir qui sont pas mal. À savoir aussi que moi j'ai voyagé en Angleterre, en Écosse, et mine de rien la journée il fait 15-16 degrés. Tu verras souvent des images où je suis avec mon kawaii, où je suis frigorifié, donc c'est vrai que j'ai évité un peu de suer énormément, ce qui me permettait le soir, on va dire, si j'étais en bivouac, tu te rafraîchis, l'eau, mes 3 litres d'eau sert à ça aussi, sans dire de prendre une douche. Mais après, voilà, de temps en temps, tu vas dans les campings et ça, c'est bien. Mes rapports avec les automobilistes, bon, en règle générale, je dis pas que je me suis toujours senti à l'aise. On va dire qu'en Belgique, les automobilistes sont super gentils, font vraiment attention. Ça dépend. Tu vois vraiment la culture du vélo dans ces pays. Je me suis jamais trop senti en danger, un petit peu en Angleterre, parce qu'eux, ils vont vite sur des routes très très étroites. Mais je me suis jamais pris la tête. Vraiment jamais pris la tête avec un automobiliste. À savoir que moi, je suis quelqu'un de très pacifique. Quand je voyage à vélo, quand je fais du vélo, je me vois toujours comme un ambassadeur. C'est-à-dire que je veux donner une bonne image de la personne en vélo. J'ai pas envie que les marcheurs se disent
se disent bah les vélos c'est tous des cons. Pareil les automobilistes, j'ai pas envie de dire qu'ils se disent bah le mec à vélo pas gaffe ou autre. J'essaye de donner l'exemple, c'est le maximum que je puisse faire. Je pense que c'est important que tout le monde fasse attention. D'où tu vois les petits détails, j'ai ma sonnette avec les marcheurs, ça les fait bien marrer. Après avec les voitures, non, j'ai pas eu d'automobiliste qui s'est arrêté. Généralement ils me voient charger énormément, ils se disent pas oh là là, qu'est-ce qu'il fait là lui. Enfin si, ils peuvent se dire qu'est-ce qu'il fait là, mais dans le bon sens du terme. Écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. En même temps, tant mieux, la vidéo est un peu longue, mais ces vidéos sont un peu longues. J'espère que ça t'a plu. Moi, écoute, sur la chaîne, on va continuer quand même les vidéos bikepacking, les vidéos un peu de voyage, de VTT, enfin Trails on Wheels quoi, enfin tout ce qui est sur vélo, on va continuer. Si t'as des idées de vidéos, si t'as des idées tout court, tu peux le mettre en commentaire. Moi je vous lis, tu sais, moi c'est un grand plaisir d'échanger avec vous à chaque fois. J'en apprends tous les jours. Mon prochain voyage, ça se fera pas forcément avec le même équipement, les mêmes objectifs. Voilà, on évolue tous. Moi j'espère avoir répondu à vos questions, vous aider. J'espère que vous passerez un bon voyage à vélo cet été. Il y a des vidéos encore matos, des vidéos conseils qui vont sortir en espérant avant que vous partiez à vélo, puisqu'il y a 2-3 petits trucs sympas qui arrivent. Merci pour ceux qui soutiennent la chaîne à travers les messages. Mettre des j'aime sur les vidéos, ça aide beaucoup. Ceux qui passent par les liens sous les vidéos pour acheter du matos, ça soutient la chaîne beaucoup. Ceux qui partent sur du merchandising, Trails on Wheels, pareil, pour soutenir la chaîne et qu'elle se développe dans le bon sens. Et puis moi j'espère continuer ça un petit temps encore, vous proposer d'autres vidéos comme Bikepacking to Scotland, ça serait super. Moi je vous souhaite un très bon voyage, de bien rouler, et puis je vous dis à la prochaine. Merci encore et à bientôt.